Ivana, quelle bonne surprise! Tu m'as foutu une de ces trouilles, fit Mortimer, en ajustant ses lunettes pendant ce temps. Niels s'éclipsa. Et sans prêter attention aux gens tout autour, Mortimer embrassa tendrement Ivana. « Jeune homme, de la décence, je vous prie, cria une vieille dame habillée de noir. Son ensemble ne laissait aucun doute. Elle devait être veuve. Mortimer, choqué, jeta sur le groupe un regard interrogateur. « Sachez, jeune homme, que c'est un scandale de vous comporter de la sorte, dit la vieille dame. Mais, ajouta Mortimer, il n'y a pas de B. Avez-vous pensé à la moralité, dit la vieille dame. Elle reprit. Vous devez vous comporter dignement en public. Mortimer continua de jeter des regards autour de lui. La vieille veuve saisit 2 lentilles de contact de couleur verte et les lui présenta. « Mettez ces lentilles immédiatement, voulez-vous » dit-elle d'un ton sévère. Mortimer Jumpy ajusta les verres souples. « Et son correcteur, vous saisissez » reprit-elle. Mortimer pouffa de rire à la veuve. C'était Niels, le général déguisé en un temps record. Le général les quitta en se dandinant comme une personne d'âge avancé. Le groupe se mit à rire de plus belle. Nos amis passèrent un moment agréable dans la discothèque et night-club le plus branché des environs. Le général changea son costume en smoking, le plus élégant. Un homme portant une calvitie vint à la rencontre du général. Il était joufflu et les yeux rieurs. « Général Niels, fit l'homme en souriant. « Lui-même, dit le haut gradé. »« Prenez ceci, dit l'étranger aux yeux rieurs, en tendant une boîte contenant des compacts disques de format zip. « Ne les perdez pas, reprit l'homme joufflu à l'air bon vivant. Niels s'en saisit. L'homme s'envola dans les airs peu après. Niels n'eut que le temps de comprendre qu'il était en réalité accroché à un fil d'acier, l'entraînant vers le plafond de la boîte de nuit. L'homme joufflu disparut dans ses éclats de rire incessants. Un autre homme de type asiatique fourra ses doigts dans les tympans de Niels, qui comprit qu'on l'avait branché à un micro-récepteur de très petite taille. « Général Niels, je suis fier de vous, dit une voix qui lui était familière. C'était le président des États-Unis. Le général Niels écarquilla les yeux. « Sortez immédiatement de la boîte et quittez ce lieu à tout prix. Une puissance étrangère veut s'emparer des CD zip, dit le président. Niels se mit à courir. Il sauta par-dessus quelques tables devant lui. Des hommes en combinaison de commando entrèrent dans la boîte au grand cri de la foule. Niels s'échappa vers les toilettes. Il entra dans un WC et s'enferma. « N'ayez crainte, général. Êtes-vous armé » dit la voix. « Négatif, dit Niels en faisant une grimace. Il était visiblement au shot. « Nous les suivons au scanner, Niels. Courez vers la sortie arrière en sautant dans les vitres. Il y a une voiture décapotable et une très jolie fille au volant. Dites-lui tout simplement la bande à James. À 2 heures du matin, très précise, elle comprendra. » Et la liaison radio fut interrompue. Le général tira la chasse d'eau. Il quitta les lieux peu après, en marchant rapidement. Revenant sur ses pas, il s'élança à travers la fenêtre à la vue d'un homme armé qui lui tira une rafale de fusil mitrailleur. Heureusement, l'étage n'était pas haut et une jolie pin-up attendait tranquillement dans une corvette décapotable et bien garée. Mortimer et Ivana continuèrent à danser, ainsi que les 2 astronautes. Ils ne s'étaient apparemment doutés de rien. Niels atterrit sur le siège avant de la corvette, juste à côté de la donzelle. Il lâcha. Bande James. La bande à James. La fille démarra en trombe. Les roues avant du véhicule attirèrent l'attention de 2 voitures sport noires au vert fumé. Une poursuite s'engagea. La corvette atteint près de 140 miles par heure sur l'autoroute déserte. Les 2 autres voitures, une Porsche et une Ford à moteur gonflé, la suivaient et se rapprochaient sans cesse. Niels posa sa main sur la cuisse. La jolie femme lui asséna une frappe dessus. Niels la regarda choqué. Il voulait dire « Je ne l'ai pas fait exprès ». Des coups de feu fusaient derrière eux. La voix du président résonna dans le tympan du général. « Dites-lui statistique !»« Statistique !» Niels cria. « Statistique !»
Stall et stick. La corvette accéléra et atteignit une vitesse vertigineuse. En allumant des boosters, lorsque la pin-up appuyait sur un bouton, l'auto cracha un jet de flamme. Une minuterie d'alarme se déclara par un bruit de bip. La fille, le regard fatal, tira sur le frein à main. Les deux poursuivants ouvrirent le feu sur la corvette. Des fusils à cadence rapide se mirent à chanter. Mais à la grande stupeur des poursuivants, et après un tête-à-queue réglé, la voiture avait déjà changé sa direction. « Waouh !» hurla le général. « Ça me rappelle mes années folles. » La corvette passa à toute allure à côté des deux autres voitures noires. « Vous avez les compacts disques » demanda la jeune femme. « Oui, tenez, les voici, dit le général, en lorgnant sur la poitrine de la créature en lui tendant une boîte noire. « Parfait, dit-elle. » La jeune femme l'introduit dans la boîte à gants. Le général Niels About fut stupéfait de tous ces événements. Une voix lui déclara des choses à faire. « Général, vous êtes à présent sur l'autoroute reliant la ville où vous étiez à une direction que je ne peux vous citer. Dans quelques instants, un hélicoptère viendra. Vous n'avez qu'à tendre votre main sous le siège et un puissant revolver tombera dans votre poing. Ce n'est pas tout, le revolver est muni d'une lunette infrarouge. Vous viserez les pneus de vos poursuivants avant de monter dans l'hélicoptère. La jeune femme avec vous est experte en pilotage de voitures sport. Bon baiser du CIA, Général About. Terminé. » La voix se tut subitement. Le général se tourna vers l'arrière. Les deux voitures noires gagnaient du terrain. Niels sortit une puissante arme à feu. La jeune femme lui dit « Ne soyez pas surpris, général, cette arme tire de mini-projectiles explosifs. » About se cala sur son siège avec ses genoux. La corvette cabriolet n'avait pas de vitre arrière. Il visa dans la nuit, le pneu sous le pare-choc de la Porsche. Il regardait l'automobile arriver sur eux comme en plein jour. 3 puissantes détonations, la voiture perdit l'équilibre. Elle s'en alla se renverser dans le décor. La seconde voiture vit son moteur prendre feu après 20 détonations. Niels About avait atteint son but. La corvette accéléra dans la nuit. Une ligne droite de près de 30 miles commençait. Une lueur dans le ciel fit comprendre à Niels que l'hélicoptère était là. L'engin volant ne faisait presque pas de bruit. Un siège descendit vers eux suspendu dans le vide avec un cordage spécial. « Asseyez-vous dedans » hurla la jeune femme. Elle saisit un micro de Citizen Band et parla au pilote. « Guépard femelle, je chasse dans la nuit. À vous, aigle solitaire. Ici, aigle solitaire, réglez votre vitesse avec la mienne à 100 mph. Il y a un casque pour le général Niels. Dites-lui de se coiffer avec. » Niels saisit le siège. Les deux mobiles s'étaient à présent à vitesse synchronisée. Niels s'assit en s'attachant au siège. Il dit « Goodbye » à la belle femme en prenant l'accent anglais et s'envola dans les airs. Un treuil électrique le fit monter dans le ciel. Sous l'hélico, saisi de vertige, il ferma les yeux en tenant le cordage de ses deux mains. Une voix se fit entendre dans son tympan. « Ne craignez rien, général, tout est étudié. Vous ne pouvez pas tomber. » Niels arriva sous l'hélico, qui avait réduit sa vitesse, et prit de l'altitude pour ne rien heurter. About fut surpris d'être hissé dans la carlingue. 2 hommes en uniforme le placèrent en lieu sûr et calme. Tout était insonorisé. « Merci, général, l'opération a réussi, » dit l'un d'eux. Chapitre 2, le Marsh Breaker. Une semaine plus tard, Mortimer eut la permission de voir sa famille, et précisément son jeune cousin Billy. Une radieuse matinée, Billy était assis à côté, devant une grande piscine, tous deux dans un grand jardin. Ils étaient autour d'une table ce dimanche-là. « Alors, Billy, ça t'a plu de visiter les avions de chasse ?» dit Mortimer. « Oh oui, c'était formidable, le lieutenant m'a montré beaucoup de choses, » reprit le petit garçon. Billy saisit un grand verre de chocolat au lait froid et but longuement. « Tu as fait tes devoirs, Billy, tes devoirs de classe ?» reprit Mortimer en faisant une grimace. « Ah, c'est très drôle ce que tu peux être marrant avec cette tête, Mortimer, » lança Billy en rigolant. Le petit garçon saisit un vélo et s'en alla faire un tour dehors, hors de chez lui. Il sauta du trottoir après avoir fait un cercle avec son vélo. Il cria de plus belle en revenant tout près de la maison. « Tonton Mortimer, les devoirs, je les ferai plus tard, à la tombée de la nuit, ok ?» Et il détala comme un lièvre en rigolant de plus en plus fort. Mortimer saisit un portable, appuyant sur une touche, il entra en communication avec Ivana. « Hello, Ivana, tu vas bien? T'es où en ce moment? »« Je suis au marché, quelques bières fraîches et des morceaux de fromage avec chips, dit-elle. » Pendant ce temps-là, le général Abbott discutait avec des officiers supérieurs et des savants à la NASA. « Messieurs,
La NASA est prête à lancer le programme vers Mars. Les essais se sont révélés positifs et je suis fier de vous dire que le vaisseau spatial est en parfait état de marche. C'est la première fois que nous avons totale confiance en l'intelligence artificielle. Oui, je vous l'annonce, mes amis, ici présents, rassembler le lanceur de retour vers la Terre sera chose banale. Il n'y a que 5 pièces à rassembler, pas plus. Et cela fait des années que nos savants s'entraînent à utiliser des machines pour les former. Oui, croyez-moi, c'est vrai. Mais, général, comment voulez-vous que l'on admette que 3 astronautes pourront, avec une certaine réserve d'air respirable, rassembler un lanceur sur Mars? Demanda un ingénieur en blouse blanche portant des lunettes. C'est insensé. Les structures d'une fusée devant lancer des hommes dans l'espace sont énormes, gigantesques. Comment voulez-vous les rassembler si elles se trouvent distantes à l'échelle d'une planète? C'est des balivernes. Abandonnez le projet, je vous prie, fit un autre savant. Connaissez-vous ceci, Finis, en fronçant ses sourcils, dévoilant une image cachée par un drap sur un mur. L'assemblée lâcha un bruit de stupeur. Il y eut un tumulte. Et les gens se mirent à hausser les épaules comme pour renoncer au fait de vouloir aller sur Mars. C'est un message d'intelligence venu de l'espace, déclara Niels Abbott, en prenant un air sérieux. Les savants se turent et restèrent sans voix un long moment. Je ne peux pas vous dire comment les essais ont réussi à 100%, reprit le général. Tout ce que vous devez savoir, c'est que ces créatures qu'on ne voit pas sont fortes, très fortes, et qu'elles veulent nous voir sur Mars. C'est tout, messieurs, dit Niels, en quittant la réunion. Mortimer Jumpy contacta le général peu après. Il lui dit « Hello, général, ça me fait plaisir de vous parler », roulant les yeux, l'air ahuri. « Jumpy, ça par exemple, tout va bien, Finis? Je viens de quitter la réunion et c'est décidé, le programme a abouti, reprit l'officier supérieur. « Nous allons débarquer sur la planète Mars, demanda Mortimer, étonné. « Oui, c'est sûr, le budget de la NASA est plein aux as, Jumpy. Toi, McQueen et l'autre tête brûlée. Il y a près de 300 ingénieurs et savants dans un complexe gigantesque. Ils étudient le lanceur dans les plus petits détails. Tu m'entends, Jumpy? Reprit Abbott. Viens me voir tout de suite, j'ai à te parler, Jumpy. T'envoies une voiture, affirma le général. Mortimer, après avoir ingurgité 3 bières glacées, embrassa sa femme Ivana, qui fit une grimace en le nommant crapaud. « Je serai de retour bientôt, chérie, dit-il. » Quelques minutes après, une limousine sombre s'arrêta devant le domicile de Mortimer Jumpy. 2 autres voitures de la sécurité, le FBI, sans doute étaient derrière. Mortimer s'habilla sport et rejoignit l'automobile. À l'intérieur, il se détendit en écoutant des morceaux de musique favoris. Un homme assis à côté du chauffeur, à l'allure sympathique, se retournant vers lui, dit « Je suis Maxime Brinkstone, et je suis fier d'accompagner celui qui a révolutionné les propulseurs de la NASA. » « Salut, Mortimer, lança-t-il en faisant un clin d'œil. Niels vous attend, il s'est débattu comme Superman pour apporter les plans de la propulsion à bon port. Une affaire époustouflante, je ne vous en dirai pas plus, secret d'État, souffla Maxime en retirant son chapeau, respirant difficilement parce qu'il était obèse. L'automobile s'arrêta devant un drugstore. Une camionnette, frappée du cycle de la NASA, était stationnée aux alentours. Mortimer et Maxime changèrent de véhicule. Ils prirent la camionnette. Jumpy, après avoir dégusté un bon sandwich, se retrouva devant la porte du domicile du général Abbott. Il entra par l'accès d'un magnifique jardin et dans un fastueux salon, Niels les reçut. « Salut, Jumpy, quelle affaire! Les plans ont failli disparaître. Heureusement que nos renards roux étaient là. Quelle poursuite! Ils m'ont tiré dessus. » « Ils ont tiré sur vous, général, dit Jumpy, en écarquillant les yeux. Une bande professionnelle, des skunks d'une bien étrange organisation. Grand Dieu, on s'en est bien sorti, dit le général, en se servant un verre. Mortimer, l'air gêné, souffla longuement. L'affaire devenait sérieuse. Mais soyez sans crainte, Jumpy, nous aussi, nous avons nos rongeurs indestructibles, dit Niels Abbott, l'air victorieux. Cool, Mortimer, ne te fais donc plus de mauvais sang. Ça ira, encore quelques mois d'entraînement, et plus que cela.
Des photos inédites ont révélé d'étranges petits êtres souriants qui seront là-bas pour vous aider à revenir, lança Niels en riant doucement. Le général posa les pieds sur la table de salon devant Mortimer. « Oh, ça alors » dit Mortimer Jumpy, ouvrant la bouche de stupéfaction. « Oui, cher ami, exact, c'est un message extraterrestre, » reprit l'officier supérieur. « Au retour, vous serez parachuté si la navette a des problèmes. La toute petite qui est incluse dans le vaisseau est censée vous poser à Cap Canaveral. Regardez bien le module, c'est une micro-navette, moins encombrante que le classique STS. Ces structures de résistance sont des centaines de fois plus fiables. Elles résistent à de très grandes températures. « Et nous allons voyager dans l'espace jusqu'à Mars avec cela » demanda Mortimer. « Mais non, Jumpy, le retour, la phase d'entrée dans l'atmosphère terrestre seulement, » expliqua Niels. Peu après, les deux autres astronautes arrivèrent sur les lieux. « Allez vous divertir, » dit le général. Nos trois amis quittèrent celui-ci vers les cafés, les salles de music-hall. Niels Abbott, assis seul, resta pensif à regarder tranquillement la photo de l'OVNI. C'était une bien étrange affaire classée, bien sûr, top secret. Tout à coup, le téléphone sonna à côté de lui. Niels décrocha. L'appareil crépita en émettant différentes amplitudes de sons étranges venus d'ailleurs. « Vous êtes un homme remarquable, général Niels. Votre projet est sur le point d'aboutir, » fit l'étrange voix. « Qui êtes-vous » demanda Niels en fronçant les sourcils. « Un ami, » dit la voix. « Mais je ne vous connais pas, » répliqua le général. « Peu importe, » fit la voix. « Vous trouverez le tracé de vol demain matin dans votre système informatique. Présentez le projet tel quel à la NASA. Annoncez la couleur, votre identité, immédiatement, » cria le général. « Tout ce que vous entendez est indétectable, » dit la voix en chantonnant. Nous venons des hautes sphères célestes vers votre monde divinisé. Bientôt l'arc du ciel s'unira à la droite terrestre. L'union sera heureuse et votre croix sera moins lourde à porter. Il a raccroché, se dit Niels. Énervé, Abbott s'adressa automatiquement à la sécurité. Trouvez-moi celui qui vient de me contacter maintenant. Je veux connaître son numéro et son identité, ordonna le général au réseau de communication. Mais général, personne ne vous a contacté maintenant. L'enregistrement du service d'écoute est vide, dit un agent de sécurité. C'est du montage. Un plaisantin est en train de jouer avec nous, reprit le général. Non, personne, aucune liaison, rien, général, fit l'agent. Ça alors, il serait parmi nous et on ne le sait pas, reprit le haut gradé. Abbott raccrocha et se leva. Le téléphone sonna une seconde fois. Salut, général, c'est Jumpy à l'appareil. Tout va bien. Nous avons vérifié les phases de vol vers Mars. Venez donc me voir. Tout va de plus en plus vite maintenant, dit le militaire aux yeux clairs. J'arrive avec mes compagnons de vol, acheva Mortimer. Peu après, Jumpy débarqua au bureau du général Abbott. C'est époustouflant, incroyable. Je vais vous expliquer l'aller et le retour vers la planète rouge. La fusée va décoller. Le premier étage la propulse vers la Lune, puis il se détache. Le vaisseau est gigantesque. La mise à feu de l'étage suivante est alors imminente. Après avoir quitté complètement l'attraction de la Terre, l'étage suivant se détache aussi. Commence alors la mise à feu d'un autre, mais elle n'est pas normale. Elle pulse, l'accélération augmente et ne s'arrête plus. Aucun danger puisque les structures de la fusée ne chauffent plus. L'accélération croît alors d'une façon exponentielle, sans arrêt, lorsque le cap est mis vers Mars. Les systèmes de comburant se réduisent parce qu'il y a des réactions chimiques qui le permettent. Moins de consommation, aucun frottement, mais beaucoup plus de poussée qui va en augmentant. Notre équipage est à l'avant du vaisseau. Ils doivent rester à l'intérieur de cette salle où l'on peut vivre pendant des mois. À l'approche de la planète Mars, le conteneur principal se détache du reste et est parachuté sur le sol martien. Le reste du module continue d'orbiter autour de Mars, mais ce n'est pas tout puisqu'il est constitué des 5 pièces devant être parachutées à leur tour. Et l'ordinateur de bord calcule les phases de contact après un vol orbital et une région géographique précise. Il ne reste plus après un bon sommeil à nos 3 astronautes que le fait de rejoindre le sol à partir de leur mesh Wrecker.
et y s'y poser dans la région voulue, et calculer, et rassembler les 5 pièces de ce puzzle avec l'aide bien sûr de nos amis martiens. Comment? Elle pèse des tonnes, et l'oxygène, où allez-vous le trouver? Lança une jeune femme en ouvrant la porte du bureau sans frapper. Le général Niels Abbott se leva très fâché. « Qui vous a permis d'ouvrir cette porte ?» lança-t-il en colère. Mortimer devint jaune de peur. « Je suis Allison Grew, journaliste et maladroite, dit la jeune femme, l'air désolé. « Mais voyons, nous sommes dans l'armée ici, pas dans une foire !» cria le général Niels, gêné. Le militaire, ennuyé de ne pouvoir accomplir un travail bien fait, décrocha le téléphone et dit « Code sécurité erroné, sergent. Veillez à ce que ce genre de choses n'arrive plus. Il est 12h38. » « À vos ordres, général, dit le sergent chargé des télécommunications de la base. « Sachez, mademoiselle Allison, que vous avez enfreint le code de l'armée en intervenant à une séance à huis clos. Vous méritez que je vous expulse de mon quartier général. La prochaine fois, apprenez à vous conduire en personne civilisée. Est-ce clair ?» dit Abbott. « Pardon, général, je suis une civile et moi je ne suis pas le grand méchant loup. » Allison s'évanouit. Elle vit les oreilles du général Abbott s'étirer et sa mâchoire se profiler vers l'avant, ses grands yeux clairs devenir rougeâtres au son d'une musique familière. « Qui craint le grand méchant loup? Ce n'est pas nous, ce n'est pas nous. » En revenant à elle, Niels la tenait par son bras, inquiet comme un vieil aumônier. « Passons à autre chose, voulez-vous, Finis ?»« Absolument, » fit la journaliste. « Bon, que cherchiez-vous » dit le général, puis il continua son explication. « Toutes les pièces qui seront sur place sur Mars serviront à construire un abri, et mes intrépides aventuriers y résideront jusqu'à ce que l'on vienne les chercher, » expliqua Niels. Abbott, l'air sérieux. « Il y aurait donc une autre éventualité ?» demanda Allison. « Parfaitement, » dit Abbott. « Pourquoi donc ?» fit la journaliste d'un air surpris. « C'est ainsi, mademoiselle Allison, je ne peux pas vous en dire plus. Secret professionnel, » dit le général. À ce moment, on frappa à la porte. Mortimer écarquilla les yeux, la bouche béante. « Je peux entrer » fut une voix en zézéant d'une façon gothique. « Oh, non » fit Mortimer, « c'était le docteur Helmut von Rosenstein. »« Salut à tous. Voyons, Mortimer, vous vous comportez comme un gamin. Je ne viens pas vous ausculter, c'est juste pour discuter, là. Je n'ai aucune injection douloureuse à vous faire. Et puis, la seringue est une invention périmée. »« Ok, » dit le professeur de médecine habillé de noir. « Bon, bof, ça va pour cette fois, je reste, » fit Mortimer. « Je suis ici pour vous rappeler que vous devez absolument suivre votre traitement. C'est tout, » dit Rosenstein. « C'est clair, docteur, très clair, » fit Mortimer en lorgnant un regard curieux vers la poitrine semi-découverte de la jolie Allison. « Oh, quel mufle » cria celle-ci en cachant son buste, l'air furieuse. « Ah non, je ne voulais pas, je vous le promets, c'est un moment d'inattention, une stupide coïncidence. Vous comprenez » dit Mortimer, rouge de honte. « Mortimer, mon ami, vous vous laissez aller, c'est pas très bien, avoua le général Niels, en le dévisageant sévèrement. « Quel âge avez-vous, mademoiselle Allison » demanda Niels Abbott. La trentaine passée, dit la ravissante journaliste. « Contactez mon secrétariat pour prendre rendez-vous si vous désirez de plus amples informations. » « À présent, nous devons nous quitter, » dit l'officier. Mortimer resta sur les lieux à dévisager von Rosenstein. « Sachez, Jumpy, que nous avons fait un progrès considérable. Votre santé sera améliorée, » dit l'homme en habit noir. « Parce que je ne suis pas... pourquoi votre habit est-il noir ?» demanda Mortimer. « Parce que je ne suis pas en service, je suis en congé, Mortimer, » reprit le médecin. « Et vous voulez quoi au juste ? Améliorer votre organisme afin d'être apte à réussir votre mission sur la planète Mars, » dit l'Autrichien en souriant. « Vous devez suivre votre traitement et écouter nos conseils, Mortimer. C'est clair ?» fit l'Autrichien. « Absolument, » dit Jumpy d'un air résolu. Le docteur Rosenstein quitta les lieux, changea son habit noir et revêtit un vêtement sport. Il contacta sa femme en lui expliquant que tout allait le mieux du monde, puis entra dans une vaste salle où il s'assit dans un fauteuil très confortable. Tranquillement, il rédigea un rapport médical concernant l'évolution psychique de Mortimer. Consultant un document informatique, il se dit « Le squelette a évolué comme je veux. Mortimer
devient de plus en plus solide, plus résistant et plus léger. Merveilleux. Ses aptitudes physiques vont s'améliorer vers un sens positif. Il a même poussé de 2 centimètres. Plus loin, hors de cet endroit, McQueen s'attendait Mortimer dans une voiture BMW Roadster, décapotable de couleur blanche, lunettes noires et vêtements de sport. L'automobile démarra rapidement et nos 2 amis se dirigèrent vers la sortie de la base. « On va faire un tour en pleine nature, dit McQueen. Ils s'arrêtèrent près d'un supermarché où ils achetèrent un barbecue électrique, des saucisses crues, du pain et de la sauce en bouteille, sans toutefois oublier quelques bières fraîches mises dans le coffre. Les 2 astronautes allèrent bivouaquer dans une petite forêt où le ciel miroitait sur un petit étang. Là, ils mangèrent avec appétit et burent tranquillement pendant un après-midi. « Notre planète est vraiment paradisiaque, dit McQueen. Une brise fraîche caressait leur visage. Mac alla vers le poste radio de l'auto. Il inséra un CD audio de musique classique, douce. Étendus sur l'air, Mortimer et Mac parlaient entre eux de la future mission vers Mars. « Nous avons assimilé toute la théorie de vol. Tout est compris, dit Mortimer. Ceci doit devenir automatique, avoua McQueen. Les automatismes de la mission, absolument, dit Mortimer. Un module de la taille d'une station spatiale sera arrimé au projet en phase de vol, reprit McQueen. Nous pourrons y vivre plus d'1 an, commenta Mortimer. Et avec la poussée en mode pulsar, nous rejoindrons Mars rapidement, plus vite que la plus rapide des sondes spatiales, dirent les 2 hommes en même temps. Billy, le petit cousin de Mortimer, Jumpy, jouait dans un jardin, dans une grande villa ensoleillée. Soudain, il aperçut un nuage rose dans le ciel. Il écarquilla les yeux et sourit. Un rayon de lumière bleutée clignotait à côté de lui. Billy courut et s'enferma dans sa chambre, à double tour. Mais grande fut sa stupeur lorsqu'une main se posa sur son épaule. « Chut !» fit une voix, puis elle reprit. « Je suis un ami, doucement. » Billy se sentit sécurisé par le froid qui émanait de la main mystérieuse. Tout à coup, ses jouets s'animèrent. Dans la petite chambre, un clown, une marionnette, se mit à parler. « Salut, je vais te raconter l'histoire d'un gros bonhomme très gourmand, comme on l'en voit dans les films de Charlot, qui vivait dans une petite ville perdue quelque part. »« Mais que se passe-t-il donc ?» se demanda le petit garçon. « Imagine, Billy, un gros monsieur dodu à qui il arrive des mésaventures parce qu'il est gros, mangeant sans arrêt et portant une grosse moustache et rôtant sans cesse. Ayant tordu le cou à une grosse dinde pour la manger, il voulait devenir marquis, mais ne put parce qu'avare et ne faisant jamais l'aumône. Et tu sais ce qu'il advint de lui? Oh, c'est très drôle, je vais m'étouffer de rire. Il glissa dans un escalier et se retrouva les 4 fers en l'air. Et après, demanda Billy. Il se releva énervé en maudissant parce qu'il n'aimait pas les pauvres gens. Et puis, dit Billy, les gens lui mirent des pots de bananes sur son chemin et il grogna comme un gros cochon. Billy éclata de rire. Son gros ventre le faisait terriblement peiner. Pourri d'argent et malhonnête, bien que les riches ne soient pas forcément mauvais. Le marquis eut un surnom. Il voulut attraper un vieux pauvre et le frapper sans raison parce qu'il avait faim. Je te le dis, je te le décris, il est très gros, avec des joues énormes, et il pète très souvent avec du bruit, dit la créature. Billy éclata de rire. Son pantalon est énorme et il est très radin. Regardez, dit l'étrange être. Billy jeta un regard furtif dans la fenêtre. Le méchant bonhomme surnommé le marquis était là, à manger sans arrêt. De temps en temps, il rôtait, ce qui faisait rire Billy. Il voulait frapper une pauvre femme, mais celle-ci le tint par le cou et le fit aller et venir brusquement pendant 2 bonnes minutes. Il voulait lui asséner des coups de canne parce qu'il en portait une, mais frappa un gros policier qui, s'apercevant de la situation, l'attrapa. Le gros bonhomme voulut se sauver, il s'enfuit rapidement, mais l'énorme policier siffla à 3 coups et plusieurs policiers se mirent à sa poursuite. Il s'arrêta et présenta une carte et fit ses excuses au policier qui le relâcha. « J'ai voulu frapper cette femme parce qu'elle m'a malmené. Comprenez-vous, dit-il, les gens dans la ville le surnommaient « gros plein de soupe ». Ah, éclata Billy de rire. Il entra dans un café et mangea 6 sandwichs et se rendant au WC, fit beaucoup de bruit en pétant. À la fête d'Halloween, les enfants le surprirent en train de manger, lui crièrent « Salut, monsieur le marquis de gros plein de soupe ». Il les menaça de sa canne et ils s'enfuirent en rigolant.
Il crie beaucoup pour rien et sans tête. La maman de Billy entra dans la chambre et l'étrange être disparut sans explication. « Billy, tu ris seul, mon petit? Billy, tu ris seul, mon petit? Qui est avec toi? Personne même, répondit le petit garçon. Mais qu'est-ce que cela? S'interrogea la mère en recueillant de la poussière de cendre sur le sol. C'est mon ami, l'extraterrestre. Il est reparti, dit Billy en souriant. L'extraterrestre? Mais qui t'a dit qu'il s'appelait ainsi? Demanda la mère de Billy. C'est mon ami, dit l'enfant. La fenêtre était fermée. La jeune femme saisit son petit garçon dans ses bras. Billy, mon petit, tu me mens à présent? Puis caressa sa chevelure et sourit. Tu sais, maman, ils existent vraiment, mais tous, on ne peut pas les voir, dit Billy, fit le garçonnet, en respirant la chevelure de sa maman. À Cap Canaveral, en séance à huis clos, le général Niels s'entretenait avec Mortimer, McQueen et Grimson. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter bon voyage, et revenez vite, j'ai hâte de voir vos photos. Souvenirs. Un bruit de sirène retentit au loin, à peine perceptible. Partez immédiatement, leur ordonna le général Abbott. Les 3 astronautes ayant revêtu des combinaisons se hâtèrent vers un van au verre fumé qui démarra rapidement, escorté par des voitures de sécurité, vers l'aire de lancement. Le général lâcha dans un portable « Opération Mars positive » et il éteignit celui-ci. Des motos puissantes sillonnaient la base de lancement. 50 gros cylindrés de la sécurité allaient et venaient sans cesse. Le van de la NASA s'arrêta devant l'hélicoptère aux décorations de la marine des États-Unis. Un chasseur, YF-23, survolait la base de la NASA. Il patrouillait en vol de reconnaissance. L'YF-23 décrivait un cercle autour de la base à 1500 pieds d'altitude. La voix du colonel Tom Savager résonnait dans le cockpit. « Colonel Savager au rapport, rien à signaler. Mon appareil se comporte normalement. L'écran radar indique une escorte aérienne toutes les dizaines de minutes. L'hélico se dirige vers la zone de tir, matricule November 700 Mike Sierra. Il n'y a aucun intrus dans cette zone. Terminé. » Un bip résuma la situation. La fusée, plus grande que celle d'Apollo 17, avait la forme plus large que celle d'Energia. Le lanceur kazakh, mais tout résidait en ce que les pulsateurs étaient révolutionnaires. Loin de là, le docteur von Rosenstein, habillé de noir et portant un chapeau haut de forme caractéristique, se mit à se parler. « Personne ne connaîtra jamais mon secret. Je suis le docteur Frankenstein et je détiens le secret de la vie. » Dans une chambre sombre, le docteur tamisa les lumières et alluma une bougie. Est-il fou ou le véritable, l'unique docteur Frankenstein? Von Rosenstein se dirigea vers une bien étrange machine. Puis, après avoir fait d'incompréhensibles études, il se dit « Moi, à l'insu de tous, j'ai multiplié les capacités physiques de Mortimer et je l'ai rendu un surhomme, un géant, capable de dormir plusieurs mois. Personne ne connaissait le laboratoire secret d'Helmut von Rosenstein. En réalité, le docteur Frankenstein émigrait aux États-Unis depuis 1 siècle et demi. Le grand jour était là, sur l'aire de tir de la fusée. Mortimer, Jumpy, McQueen, suivis de leur compatriote Grimson, se dirigeaient vers l'ascenseur pour prendre place à bord de la navette vers Mars. Le général Niels, bubblegum dans la bouche, mâchait tranquillement au garde-à-vous devant la bannière étoilée. La surface de tir fut bouclée sur 5 kilomètres de rayon. Les haut-parleurs brisaient la monotonie de Cap Canaveral. Il y régnait aussi un air nostalgique, baigné d'une musique de Doors. Tout le monde était à son poste, abrité dans des sous-sols en béton armé. Le vide se fit tout autour de la fusée. Personne, plus un chat, ni âme qui vive, dans tout le secteur de tir. À l'intérieur de son quartier général, le général Niels Abbott donna l'ordre d'entamer le processus de lancement. Fous de joie, les ingénieurs de la NASA se mettaient au travail rivés sur leurs écrans. Ils calculaient, proposaient les solutions adéquates pour l'équilibre du vaisseau à destination de Mars. Niels, devant un papier, fit une bien étrange grimace. Il loucha sans arrêt. Que se passait-il donc? Le général Abbott avait tout simplement reçu un papier qui l'informait qu'une escadrille de soucoupes volantes se dirigeait vers le centre de lancement.
Quoi? S'écrie-t-il en mordant un gros cigare tout autour de lui. On était visiblement choqués. Ils arrivent, nom d'une pipe. Ils arrivent, faites vite, hurla celui-ci en sautant sur place. Le président des États-Unis apparut pilotant un engin. Il passa devant lui, l'air très occupé. « Monsieur le Président, se demanda Niels en écarquillant les yeux comme des billes. « Vous ici ?» continua-t-il. Le président continua sa course folle à bord de l'engin. Tout le monde éclata de rire. À bord de la capsule qui allait les mener vers la planète rouge, Mortimer, Mac et Grimson suivaient du centre de contrôle, appuyant mécaniquement sur les boutons désignés. Le président repassa devant Abbott, émerveillé. « Procédez à la mise à feu, général !» cria celui-ci en accélérant au-dessus d'autres bureaux. Le général saisit un portable et annonça sa couleur. « Rouge impéré passe !» pendant que le vrombissement des super-réacteurs pulsars se faisait entendre et que le vaisseau bougeait et tremblait. Une ravissante demoiselle saisit le cou du général dans ses bras et lui administra un baiser voluptueux sur la joue. Niels s'affaissa sur une chaise et lâcha. « Ah, lovely !» La puissante fusée s'élevait maintenant majestueusement dans le ciel de Floride. Les groupes et des foules la suivaient dans des jumelles et des longues vues et même des lunettes astronomiques en applaudissant. Un Marine se pointa devant Niels, Abbott entendant un gros verre de whisky. À ce moment, les calculateurs de la NASA suivaient la trajectoire parfaite du vaisseau. Content, Niels sirotait son verre. « Ils sont bien au-dessus de la stratosphère, » expliqua un ingénieur. Mais à la place de la fusée Saturne VI sur l'aire de tir, des soucoupes volantes avaient pris place en silence, invisibles aux humains, par une technique de camouflage très avancée. Le président contacta le général aux cheveux gris-argent. « Général Niels, les visiteurs de l'espace ont pris position sur l'aire de décollage du Merschbaker. Ils viennent de se manifester à l'instant sur mon portable. » Nos 3 astronautes sont lancés vers Mars. L'opération est presque un succès, mais je voudrais que cela ne s'ébruite pas. Pas un mot sur les soucoupes. C'est un ordre. « Ok, affirmatif, » reprit Abbott. « Nous allons recevoir ces étrangers visiteurs dans la salle de haut commandement armé, » dit le président dans une immense salle camouflée, secrète quelque part, au grand secret de tous. Le président reçut les êtres venus de l'espace. Ils étaient différents de nous, mais d'aspect humanoïde, avec cependant un crâne fort développé. Un tiers de leur corps formait leur crâne pour des petits membres supérieurs fort agiles et une solide station debout. Leurs oreilles ressemblaient à celles des félins. Elle s'étirait vers l'arrière. Leur délégué principal se lança dans une vaste explication que beaucoup comprenaient puisqu'elle constituait un film visuel semblable à notre cinématographie. Puis, après quelques minutes, le Martien reprit ses explications par images en 3 dimensions. Tout le monde présent comprenait les messages divulgués. Soudain, stupeur totale. Sur les images révélées, le sol martien se mit à déceler des habitations qui surgissaient du sol, éclipsées dans la roche. L'extraterrestre émit un langage en onomatopée, incompréhensible par notre assemblée. Mais Mars était visiblement habité. « Quelle surprise pour nos astronautes !» déclara Niels Abbott en ingurgitant un paquet de bubblegum. Certains savants mis en secret étudiaient déjà les engins martiens au sol, impatients de savoir le secret de leur technologie. Les humanoïdes de Mars ne pipaient mot, et ils se contentaient de laisser passer leur message sous forme d'hologramme. Personne de la communauté normale humaine ne put savoir qu'ils existaient. Total fut le secret. Rares les quelques privilégiés ingénieurs étaient mis au courant de l'Area 51. Niels s'esquiva en silence et rejoignit sa famille. Il fut saisi soudain d'une bien étrange sensation. Il était le seul, en quittant le centre de lancement des fusées, à connaître les visiteurs venus d'un autre monde, au grand secret du commun des mortels. Ayant quitté son uniforme, il se rendit donc chez lui à bord d'un véhicule climatisé d'une banale compagnie de location en Floride. Le général Niels Abbott regardait un film vidéo sur le dossier de siège avant
Lui, se trouvant bien sûr à l'arrière, il avait donc ajusté des écouteurs pour mieux suivre un vieux polar. Soudain, il ferma les yeux. De fatigue, de tant de sensations fortes, un homme était assis à son côté, 2 places plus loin, sur la gauche. Il lisait tranquillement le journal, le USA Today. Du jour, Abbott demanda un café noir chaud. Il défit ses chaussures et essaya de se relaxer. Il fut servi par un employé de la compagnie. « J'en ai encore pour 5 heures de route, se dit-il en regardant sa montre. Il décida de s'endormir, bercé par les mouvements du poids lourd. Le général ferma les yeux et plaça de la musique classique dans ses écouteurs, un requiem qui le laissa pensif. Il s'endormit peu après en ayant fini son verre de café. Au réveil, Niels Abbott regarda sa montre. Il avait dormi 3 heures. Il commanda un sandwich hot dog et mangea avec appétit. Le car s'arrêta quelques minutes et les voyageurs sortirent pour se dégourdir les jambes. Le ciel était bleu, pas un souffle d'air. Des choppers s'arrêtèrent devant eux, une horde de 10 motards habillés façon Hells Angels. Niels entra dans un drugstore, il changea son bracelet-montre de bras, s'aspergea d'eau dans une fontaine électrique et se lava les mains au lavabo des toilettes. Puis, après s'être séché, se parfuma et quitta les lieux. Un homme vint vers lui alors qu'il s'apprêtait à monter à bord du car et il dit « Monsieur, je vous prie, aidez-moi d'un ton sincère. »« Et que puis-je faire pour vous ?» dit le général Abbott. « Mon nom est Howard et je suis en réalité un loup-garou. » reprit l'homme le plus sérieusement possible. Le général Niels Abbott éclata de rire. Un fou rire précisément. Mais l'individu continua. « La lune sera ronde ce soir et j'ai besoin de vous pour me cacher. » fit l'homme, l'air de plus en plus inquiet. « Ah, dites simplement que vous n'avez pas de quoi prendre le bus, navette, » affirma le général amusé en se dirigeant vers l'autocar. « Mais puisque je vous dis que je ne dois voir la pleine lune en aucun cas, si je suis découvert, je serai probablement tué. » répliqua l'homme en insistant. Il se dit, cela doit être un cinglé. « Je vous offre un ticket. Prenez donc place à côté de moi, » dit le général, amusé de savoir quel genre d'absurdité serait débité par ce loufoque. Le bonhomme pourtant ressemblait bien à une de ces stars des années 50 du petit écran. Même son aspect vestimentaire laissait deviner qu'il n'était probablement pas très normal. Un beau moment de rigolade, se dit le général Abbott. Le tocard démarra. « C'est une bien malheureuse affaire, » dit l'homme, et il s'expliqua. « Notre aïeux a été mordu par un loup-garou un soir qu'il se promenait à Hyde Park, à Londres, et ceci s'est transmis dans notre famille de génération en génération. Une fois par an, lorsque la lune est ronde, si par mégarde nous la regardons en face dans les yeux, se produit alors la métamorphose. » Lâcha Howard J. Talbot. Il reprit. « C'est la pleine lune du mois de juillet ce soir. » L'air fort embarrassé, inquiet et craintif. « Du chocolat ?» proposa Niels en regardant l'homme, l'air interrogatif. Il se dit « Cette légende serait donc réelle, on aurait tout vu. Pourtant, personne ne sait que les Martiens ont débarqué. Je suis le seul à le savoir. Bizarre, bizarre. » Howard lui expliqua qu'il devait se faire enfermer dans une salle de l'extérieur et qu'il ne devait absolument pas voir la pleine lune. « Après tout, il ne me demande pas l'impossible, » se dit Niels. Arrivé chez lui au coucher du soleil, Niels entra dans sa demeure accompagné de Howard J. Talbot. Déposant de la nourriture sur une table, il s'affaissa de tout son poids sur un fauteuil énorme. Talbot s'assit en face de lui. Il entra dans de drôles d'explications. « Nous sommes frappés par cette étrange malédiction et nous ne pouvons rien. Vers 21 heures, enfermez-moi. Je vous prie dans votre chambre seul à double tour et n'ouvrez les portes sous aucun prétexte. Fermez aussi les volets armés. Je ne dois nullement voir la lune. » Le général Niels fit ce que l'homme loup-garou lui commanda. Dans une chambre close et sombre,
où le moindre filet de lumière ne filtre, l'homme s'endormit. Vers minuit, il fut saisi d'un malaise. Le général fumait un bon cigare tranquillement, en dégustant un cocktail après avoir pris un bon repas. Intrigué, il perçut les gémissements de Talbot. Niels, les yeux interrogatifs et le regard curieux, voulut en savoir plus. Dans la chambre, une caméra était discrètement dissimulée. Le général Coquin se dirigea vers une antichambre cachée dans sa maison. Il mit en marche la caméra infrarouge et devant son écran, Talbot gesticulait en sueur sur un lit défait. Niels tenta d'en voir plus. Il actionna un levier d'ouverture du volet au plafond automatique. « Je dois faire très vite, se dit-il. Relevant le volet électrique, la lune ronde apparut dans le ciel. Howard J. Talbot me prend pour un imbécile. Je ne dois point croire à ces balivernes, se dit-il de nouveau. L'homme couché se retourna et, ouvrant les yeux sans crainte, la lumière de la pleine lune lui fouetta les pupilles. L'homme poussa un hurlement effroyable. Niels, à ce moment, actionna la commande qui referma les volets du toit automatiquement. Le loup-garou se démenait comme il pouvait. Des poils poussaient sur tout son corps. Il déchira ses vêtements, son visage s'allongea et prit l'aspect de celui du loup. Howard J. Talbot sautait partout dans la chambre close. Il fut le premier loup-garou filmé par l'armée américaine. Quel scoop, se dit Niels. À Abbott, l'air victorieux, le général Niels fut contacté par téléphone cellulaire. Général, ici l'état-major de l'US Army. Venez nous voir à Cap Canaveral, nous avons du nouveau pour vous, dit un militaire. Pendant ce temps, à Cap Canaveral, les Martiens venus sur Terre étudiaient les structures des humains dans leurs étranges machines. Dans le plus grand secret, leurs engins spatiaux étaient gardés secrets par l'armée des États-Unis. Déclarez cette zone Area 51. Voulez-vous, général, dit le président des États-Unis à un haut gradé de l'US Air Force. Monsieur le Président, le général Niels veut vous parler tout de suite. Il dit qu'il a une nouvelle importante à vous communiquer, dit un employé de la Maison-Blanche. Passez-le-moi, voulez-vous? Mes respects, Monsieur le Président. Ici le général Niels. Je ne sais si je peux vous dire cela. Mais quoi donc, général? J'ai capturé un loup-garou, lança le général l'air satisfait. Mais voyons, général, soyez sincère, c'est une plaisanterie, demanda le président, l'air stupéfait. Non, c'est réel, j'ai même filmé la chose en question, lança le général en faisant un hic pathétique. Le président inquiet, curieux, émerveillé lâcha. J'arrive tout de suite, et au plus vite. Par ici, monsieur le président, dit un vieillard chauve et portant des lunettes. Vous irez très vite, le plus vite possible. C'est ce missile balistique aménagé spécialement. Vous serez chez Nice le plus rapidement possible. Trajectoire correcte, système de parachutage. Ok, dit le savant chauve. Le président s'installa dans le missile balistique dont l'intérieur était fait d'une cabine. Il revêtit une combinaison et un casque d'astronaute. On le brancha à une arrivée d'oxygène, d'air respirable, sanglé avec des ceintures spéciales, une valise diplomatique entre les genoux. « Prêt pour le lancement, compte à rebours !» cria le savant chauve. Une voix de femme criva l'atmosphère stressante de la cabine isolée. « Monsieur le Président, nous avons lâché quelques milligrammes de cocaïne dans l'air ambiant de votre cabine. C'est pour être cool. » Le missile balistique Atlas leva son nez dans le ciel de Washington. Le président éclata de rire. Un instant, et la voilà s'élevant dans l'azur vers le lieu où se trouvait Nice à près de 1500 km de là. Le missile Atlas atteint la stratosphère en quelques minutes. Couché, le président se sentait merveilleusement bien. Une voix creva le silence de la cabine Atlas. Opération Marvel in the pocket. Puis, juste au-dessus du Kentucky, non loin de Francfort, la cabine du président se détacha et il fut parachuté dans le jardin de la villa du général Niels, qui reçut la capsule chez lui en faisant d'étranges mouvements de sa tête. « Monsieur le Président, quel grand jour, vous ici, chez moi !» lança le général Niels en ouvrant la portière de l'étrange cabine dans un nuage de poussière et de fumée. «
Général Nice, je suis venu le plus rapidement possible. Alors, ce loup-garou, vous l'avez vraiment capturé? Parfaitement, il dort paisiblement dans une chambre blindée. J'ai même filmé quelques scènes incroyables. Venez, monsieur le président. Chapitre 3. Le décollage de Saturne VI.